Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Effectivement, le moment est venu de retrouver Franck Ferrand sur Europe 1 pour une nouvelle plongée au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous qui aimons les calendriers, les éphémérides, nous sommes gâtés en ce 12e jour du 12e mois de la 12e année du siècle, à quelques jours de la fin du monde. Le moment est venu de vous présenter tous nos vœux, au moins nos vœux de survie, disons. Alors en attendant l'apocalypse, vous nous parlez de la cour des miracles, on reste quelque part dans le temps. Et oui, la cour des miracles, ou plutôt les cours des miracles, tant il y a eu au XVIe et au XVIIe siècle une multiplication de ces poches de pauvreté. Vous allez voir, on emploie souvent l'expression c'est la cour des miracles. Eh bien aujourd'hui, nous allons comprendre à quoi elle correspond, cette vieille expression. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et plus encore au XVIe et XVIIe siècle, toutes les grandes villes de France et d'Europe avaient l'équivalent d'une cour des miracles avec des noms différents. À Paris, outre celle de la rue Neuve-Saint-Sauveur, on en dénombrait 12 à 16 situées dans divers quartiers, mais essentiellement dans le quartier central des Halles, bien entendu, où se massaient des pauvres gens, une masse assez incroyable de personnes qui s'entassaient à 3 à 4 000 personnes dans une sorte de on pourrait appeler ça une sorte de grand bidonville finalement, avec un terme totalement anachronique, un cul-de-sac boueux dont Sauval nous a livré la description. On va y venir dans un instant. Dans les années 1530, le capitaine Ragot, alors il est vraiment lui cité par bien des auteurs, par Marot, par Pierre Larrivet, par Agrippa d'Aubigné, etc. Ce Ragot était le patron de la gueuserie. Il était originaire d'Angers. D'ailleurs, il était originaire d'une bonne famille puisque l'un de ses parents, Jean Ragot, avait été le maire d'Angers au tout début du XVIe siècle. À la suite d'une histoire de famille assez embrouillée, il a commencé à guetter. Guetter, c'était le terme qu'on employait pour mendier, d'où les gueux. Et il s'est mis à devenir une sorte d'expert dans l'arnaque en tout genre. Il a été, peu à peu, il est devenu le roi des gueux. Il mendiait avec des béquilles, vous savez, on appelait ça des potences à l'époque, qu'il se collait sous les aisselles, bien entendu. Et il a fait, non pas grâce à la mendicité, mais grâce à toutes sortes d'opérations sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir, il a fait une véritable fortune. Il tenait sa belle boutique, comme nous dit Marot, au degré de la Sainte-Chapelle. Il avait tout son quartier réservé dans le quartier du quai des Augustins, mais ça ne l'empêchera pas d'être arrêté, emprisonné, flagellé publiquement, puis exilé de Paris. Il n'empêche que, au moment de sa mort, Ragot va laisser à ses enfants des biens, nous dit Agrippa d'Aubigné, tant en châteaux et villes et cités. Alors, il n'avait pas des villes entières ni des cités, mais il avait des maisons dans tous ces domaines, ce qui a permis à ses enfants de s'unir, de se marier avec des plus notables et fameuses personnes que l'on saurait trouver. Vous voyez qu'il y avait donc une forme là de mobilité sociale. Un auteur du XVIe siècle, Noël Dufay, dans ses propos rustiques, il faut dire que Noël Dufay lui-même était issu de il avait été mendiant, il avait connu tout ce monde-là. Il nous présente un personnage qui est très autobiographique finalement. Son personnage de Taille-Boudin est le fils d'un paysan riche. Il a dissipé la fortune paternelle en menant joyeuse vie et finalement il est devenu bon et savant gueux, nous dit Noël Dufay. Il est devenu l'un des anges de la grève. On va le voir entrer dans la cour des miracles et s'en faire un des principaux membres. Alors vous allez voir, on y viendra tout à l'heure, que dans cette cour des miracles parisienne existait tout un cérémonial, toutes sortes de rites. On a affaire à une société parfaitement hiérarchisée avec sa propre, on pourrait presque dire qu'il s'agit d'une société
parallèle en quelque sorte. Alors évidemment une société bizarre parce que c'est à qui il manque un bras à l'un, il manque un œil à l'autre, évidemment pullulent là-dedans les lépreux, on les appelait à l'époque les ladres, et puis les victimes de toutes sortes de maladies, et puis alors ça on les voit comme ça dans les rues, se répandre dans les rues de la capitale pendant le jour, et puis le soir, l'aveugle se remet à voir, le boiteux se remet à pouvoir courir, etc. Quand ils rentrent dans leur quartier général, d'où cette expression de cour des miracles, parce que quand on revient chez soi, finalement d'un seul coup c'est comme s'il y avait des miracles et comme si chacun était guéri. Voilà pour l'origine du terme. Quant à savoir ce qui se cache réellement derrière, c'est ce que nous allons voir maintenant. L'ouverture sur Europe 1 du film de Jean Delannoy, Notre-Dame de Paris, avec Gina Lollobrigida et Anthony Quinn. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de la Cour des miracles sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre premier invité, Franck, sur Europe 1, Diane Roussel, qui est auteure de Violents et Passions dans le Paris de la Renaissance aux éditions Champvallon. Bonjour Diane Roussel. Bonjour. Votre ouvrage est préfacé par Robert Muchimblé qui était venu nous parler de la police des Lumières il y a quelque temps à ce même micro. Vous connaissez, et je ne pense pas que ce soit vous faire offense que le dire, vous connaissez la gueuserie comme personne. Peut-être pas, mais en tout cas, effectivement, la question se pose tant ces cours des miracles, ou en tout cas ces poches de pauvreté ont suscité nombre de fantasmes, de peurs. Au départ de tous ces fantasmes, il y a, disons-le clairement, le texte célébrissime de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Je vais en lire un extrait dans un instant. Victor Hugo lui-même avait puisé l'essentiel de ces informations sur un grand auteur du XVIIe siècle, alors qu'on ne connaît pas très bien, c'est Henri Sauval. Oui, alors c'est vrai que du coup la cour des miracles telle qu'on se l'imagine aujourd'hui, telle que l'image en a été fixée dans l'imaginaire collectif, c'est l'image qu'a élaboré Victor Hugo. Alors ce qui veut dire qu'on pense que la cour des miracles est un phénomène du Moyen-Âge, puisque Victor Hugo situe tout ça sous le règne de Louis XI, alors qu'en vérité c'est plus tardif, l'essentiel vient un peu plus tard, disons. On n'a pas de preuve, on y viendra aussi tout à l'heure, mais on n'a pas de preuve de l'existence d'une cour des miracles telle qu'elle au Moyen-Âge. Oui, c'est-à-dire que Victor Hugo, pour répondre aux besoins de sa fiction, avait besoin de créer dans son Paris médiéval cette cour des miracles. Et donc c'est lui qui a opéré cette transposition, ce déplacement de la cour des miracles de Sauval, qui donc est au début du XVIIe siècle. Jusque au Moyen-Âge, et qui donc a ancré cette image médiévale. Alors effectivement, et c'est très très frappant lorsqu'on confronte les deux textes. Victor Hugo s'est très très largement inspiré d'Henri Sauval. Alors qui est-il cet Henri Sauval? Alors ce que l'on sait, c'était un avocat au Parlement. Il est mort à la fin des années 1660, en 1669 vraisemblablement. Et c'est un grand érudit du Paris. Il est connu notamment pour son ouvrage qui s'appelle L'histoire et les recherches des antiquités de la ville de Paris, mais aussi pour une histoire des bordels de donc Paris. Donc c'est un historien de Paris en fait. Alors un historien qui aimait beaucoup le Paris truculent, sulfureux, donc les galanteries des rois, la chronique scandaleuse, etc. Et donc c'est vrai que Sauval, qui a mené ses études dans les années 1650-1660, a connu un très grand succès beaucoup plus tard, puisqu'il avait laissé il avait laissé ses travaux à l'état de manuscrits. Ils ont été publiés à partir des années 1720 et ont connu un très très grand succès. Et ils sont devenus une espèce de base historique. Et puis Sauval prétend qu'il a vu beaucoup de choses lui-même de ses propres yeux, alors que lui-même est en réalité un compilateur avec beaucoup de talent, mais un véritable compilateur d'une littérature qu'il précède. C'est-à-dire que ce Sauval n'est plus là au moment où il devient célèbre, il n'est plus là pour parler lui-même, il est déjà mort à ce moment-là depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, et on fait de lui une sorte de témoin comme un reporter de ce qui se serait passé, alors qu'en vérité, lui-même ne fait qu'aller puiser dans tel et tel livre, qui d'ailleurs ce sont parfois anciens, qui sont du siècle précédent, du XVIe siècle, tout ce qu'il nous raconte. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a chargé un peu le tableau
tableau et qu'il a voulu nous présenter une cour des miracles encore plus pittoresque qu'elle n'était en réalité? Oh oui, certainement charger le tableau. Et puis je vous disais, il a ce goût pour le Paris sulfureux. Et ce que les historiens ont réussi à mettre à jour, c'est Roger Chartier en particulier qui a essayé de faire la généalogie de cette construction littéraire. C'est que Sauval, lui, a été témoin effectivement donc du Paris des années 1650, des années 1660, qui est un Paris dans lequel effectivement existaient des poches de pauvreté comme Paris n'en a peut-être jamais connu. Mais il raccroche ça à une sorte de mythologie plus ancienne qu'il ancre dans un passé anhistorique, ce qui du coup est très commode pour Hugo. Voilà, et il raccroche donc à cette réalité de son temps toute une mythologie de la société secrète. La cour des miracles version Victor Hugo, c'est dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Et aujourd'hui sur Europe 1, nous parlons de la cour des miracles, ou plutôt des cours des miracles, tant il y en a eu au XVIe et XVIIe siècle, une multiplication de ces poches de pauvreté, Franck. Et vous savez qu'en 1830, la publication de Notre-Dame de Paris a été un événement littéraire très important, un événement éditorial. C'est ce qui a d'ailleurs changé la vie de Victor Hugo. Enfin, ça nous entraînerait sur un autre sujet. Et au chapitre 6 du livre 2 de Notre-Dame, un chapitre qui s'appelle La cruche cassée, on voit Maître Gringoire entrer sans s'en rendre compte dans la cour des miracles. À peine avait-il fait quelques pas dans la longue ruelle, écrit Victor Hugo, laquelle était en pente, non pavée et de plus en plus boueuse et inclinée, qu'il remarqua quelque chose d'assez singulier. Elle n'était pas déserte. Ça et là, dans sa longueur, rampaient je ne sais quelles masses vagues et informes, se dirigeant toutes vers la lueur qui vacillait au bout de la rue, comme ces lourds insectes qui se traînent de nuit, de brin d'herbe en brin d'herbe vers un feu de pâtre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très... pas très respectueux, mais vous allez voir que Hugo va plus loin. Gringoire continua de s'avancer et eut bientôt rejoint celle de ces larves qui se traînaient le plus paresseusement à la suite des autres. En s'en approchant, il vit que ce n'était rien autre chose qu'un misérable cul-de-jatte qui sautelait sur ses deux mains comme un faucheux blessé qui n'a plus que deux pattes. Au moment où il passa près de cette espèce d'araignée à face humaine, elle éleva vers lui une voix lamentable. « La buona mansa, signor, la buona mansa, que le diable t'emporte, dit Gringoire, et moi avec toi si je sais ce que tu veux dire. » Et il passa outre. Il rejoignit une autre de ces masses ambulantes et l'examina. C'était un perclus à la fois boiteux et manchot. Il voulut doubler le pas, mais pour la troisième fois, quelque chose lui barra le chemin. Ce quelque chose, ou plutôt ce quelqu'un, tout de même, c'était un aveugle. Il se mit à courir. L'aveugle courut. Le boiteux courut, le cul-de-jatte courut, et puis, à mesure où il s'enfonçait dans la rue, cul-de-jatte aveugle, boiteux pullulaient autour de lui, et des manchots et des borgnes et des lépreux avec leurs plaies, sortant des maisons, qui des petites rues adjacentes, qui des soupiraux des caves, hurlant, beuglant, glapissant, tous clopinant, cas se ruant vers la lumière et vautrés dans la fange, comme des limaces après la pluie. L'idée lui vint d'essayer de retourner sur ses pas, mais il était trop tard. On comprend que le bon public de la monarchie de Juillet se soit laissé frissonner d'aise à lire ces lignes de Victor Hugo. On peut dire que dès lors, le mythe de la cour des miracles est assis, Diane Roussel. Oui, ce mythe est véritablement assis par cette transposition que réalise Hugo de Sauval. En fait. Voilà, et en reprenant donc Sauval, qui lui-même est, on le disait, donc un compilateur d'un type de littérature qui, à vrai dire, court jusqu'au XIXe siècle et qui continue toujours à constituer le fond de la littérature de colportage, qu'on appelle la littérature bleue de Troie, et qui se vend encore au XIXe siècle, et qui est un fond constitué par ce qu'on appelle la littérature de gueuserie. Et cette littérature, alors qui puise ses racines même au XVe siècle, on a réussi à remonter la filiation aussi loin, continue à fasciner le public, alors bourgeois au XVIIe siècle, et puis de plus en plus populaire, mais en tout cas alimente toujours les lectures du XIXe siècle. Alors en réalité, qu'en était-il cette cour des miracles? On va rester à Paris si vous voulez, parce qu'effectivement il y avait des poches de pauvreté comme ça et des rassemblements de faux mendiants dans la plupart des grandes villes d'Europe. Mais pour ce qui est de Paris et de la principale cour des miracles, on est dans le quartier des Halles essentiellement. De quoi est-ce qu'elle se compose? Ce sont tous de faux handicapés, ce sont tous des mendiants qui feignent la maladie, qui feignent l'infirmité?
Alors, ce qui est certain, c'est que effectivement la cour des miracles d'Hugo médiéval n'existe pas. Bronisław Geremek a dit la cour des miracles, c'est plus un lieu social qu'un lieu géographique. C'est ça, c'est pas un lieu physique. On pourrait pas, en se promenant dans Paris, dire là, c'était la cour des miracles. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me rappelle, adolescent à Paris, je voulais voir où était la cour des miracles. Puis, il n'y a pas d'endroit. C'est-à-dire que c'est plutôt un groupe social qu'on appelle comme ça. Voilà. Alors, cependant, il y a effectivement l'idée qu'une cour des miracles, comme un lieu topographique qu'on pourrait désigner sur des cartes, apparaît. Et d'ailleurs, la cour des miracles apparaît dans les plans du milieu du XVIIe siècle. Le plan de Gombou de 1652 mentionne la cour des miracles. Alors même qu'on n'est pas véritablement certain que ça renvoie à une réalité non, mais ça fait rêver d'un seul coup. De la ville. Donc effectivement, le terme est entré dans les mentalités des autorités et puis des habitants de la ville. Ça devait ressembler à un peu, je parlais de bidonville tout à l'heure, c'était ça, c'était des cul-de-sac, c'était des ruelles malfamées. Vraisemblablement, oui, il s'agirait en fait de tous ces interstices urbains dans le Paris très très populaire, de cul-de-sac, d'allées, parce qu'il faut bien se représenter un urbanisme qui est encore très très médiéval et dans lesquels effectivement les populations les plus pauvres trouvent refuge. Alors cette cour des miracles obéissait à toute une hiérarchie, à toutes sortes de rites. On va voir qu'elle constituait, sinon un État dans l'État, en tout cas une sorte de microcosme dans la société elle-même. Ça ne devait pas plaire à Louis XIV, ça, mais enfin nous n'en sommes pas tout à fait là. Quelles étaient ces hiérarchies et comment ça fonctionnait? On y vient dans un instant dans le récit. La Hotte de Noël, Europe 1. Je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer à cette Hotte de Noël. Et pour tenter de gagner un séjour détente et relaxation d'une semaine pour 2 personnes à l'hôtel 4 étoiles, l'île de la Lagune, Thalassothérapie et Spa sur une île privée à Saint-Cyprien. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, je vous redonne le mot de passe. Vous envoyez radio au singulier par SMS au 73921, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 3921, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous tous et puis nous annoncerons comme tous les jours le nom du gagnant en fin d'émission avec Franck. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck aujourd'hui sur Europe 1 qui nous plonge au cœur de la cour des miracles. En commençant par le sommet, Julia, puisqu'il faut parler du chef de la cour des miracles qu'on appelait le maître de Hongrie, ou bien le prince de l'Argot, ou surtout, c'était son appellation, le grand Couer. Alors il faudrait le prononcer, on dit bien le maître de l'Argot, il faudrait le prononcer avec cette espèce d'accent très spécifique, très parisien, qui, venu de la cour des miracles, finira beaucoup plus tard, au tournant du XXe siècle, par peupler nos faubourgs. Alors, dans les cérémonies, parce qu'il y a des cérémonies de la cour des miracles, dans les cérémonies rituelles, le grand Couer porte un bonnet orné d'emplâtre en forme de couronne, faite avec des bouchons. Vous voyez, il y a une espèce de dérision qui peut faire penser à une forme de carnaval. On est dans une anti-société, quelque part. Il est habillé d'une cape d'arlequin. Là aussi, le manteau d'arlequin a toujours une forte signification de transgression. En guise de sceptre, il tient à la main gauche, attention, un bâton de pommier et une rapière pend à son côté droit. Il est, en quelque sorte, il se doit d'être le roi des faux mendiants. Alors on le promène sur une sorte de charrette tirée, ça, c'est ce que nous dit Sauval, tirée par 2 gros chiens. J'aimerais voir la réalité, mais enfin pourquoi pas. Et quand il siège, c'est assis sur un demi-tonneau. Vous voyez, donc il faut imaginer un personnage qu'on choisit volontiers pour sa trogne vermeille. Il a souvent une grosse barbe, bien entendu. Il faut l'imaginer tout en guenilles. Et de temps en temps, dans les grandes occasions, on plante près de lui sa bannière, et sa bannière, c'est une fourche aux dents de laquelle pend une charogne. Vous voyez, quand je parlais de transgression, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, il y a toute une cour autour de ce maître de Hongrie. Il y a alors le roi de Thunes, le duc d'Égypte, la femme symbolique et la fille symbolique du roi, enfin si on peut appeler ça le roi, du grand Couer, sont respectivement appelés Bohème et Miracle. Et alors il a toutes sortes de lieutenants qu'on appelle les cagous. Sont des voleurs en quelque sorte. On va voir justement qui sont, comment est composée cette cour des miracles. Il faut imaginer les archisuppôts, les moines défroqués qui font partie de ce beau monde, les écoliers perdus, les mercandiers. Ça, ce sont ceux qui se font passer pour des marchands ruinés, histoire d'attirer un peu la commisération générale. Il y a les rifaudés. Les rifaudés, c'était ceux qui prétendaient avoir été victimes d'un incendie. Et puis les convertis. Alors là, ça c'est très important.
important, ça sera d'autant plus important au XVIIe siècle. Ils attirent les aumônes en se disant d'anciens protestants qui auraient été touchés par la grâce. Il y avait les coquillards, alors eux ils se faisaient passer pour des pèlerins, bien entendu. Et puis alors toute la foule des francs MeToo, on va y revenir dans un instant, les malingreux. Alors les malingreux, ils se passaient les jambes au sang de bœuf pour faire croire évidemment à toutes sortes d'escarres et de fausses plaies. Il y avait les hubins qui montraient des certificats attestant qu'ils avaient été mordus par un chien enragé. Alors on les voyait, ces hubins qui passaient par les rues et qui criaient très fort que Saint Hubert les avait guéris. Quant aux sabouleux, eh bien eux, ils feignaient l'épilepsie, le haut mal, comme on disait à l'époque. Et alors on leur apprenait, c'était tout un travail qu'on apprenait aux apprentis sabouleux, c'était d'apprendre à écumer, oui, parce qu'il fallait baver, hein, bien entendu, pour feindre l'épilepsie. Les calots se disaient guéris de la teigne, il valait mieux être guéri, mais en même temps, ils disaient qu'ils avaient fait le pèlerinage de Sainte-Reine. Alors évidemment, pour le passant qui débarquait dans la capitale ou qui ne se sentait peut-être pas très rassuré par l'aspect souvent inquiétant des gens en question, c'était un moyen de faire l'aumône, bien entendu. Il y avait les hydropiques qui se gonflaient et dégonflaient à volonté, nous dit Sauval. Il y avait les courteaux de Coutances. Alors ça c'était, bon, on pourrait dire que c'était l'équivalent de nos pickpockets en quelque sorte. Et puis alors, les piètres et les mions, ça c'est tous les enfants qui déjà, j'allais dire, parce que quand on se promène un peu parfois sur les Champs-Élysées, on voit qu'il en reste quelque chose. Ces enfants, on les apprenait à mendier et à faire l'aumône. Les drilles et narquois formaient toute une catégorie. Alors eux, c'était les soldats qui étaient soit des soldats déserteurs, soit carrément des faux soldats. Ils portaient des bandages, bien entendu, pour faire croire à leurs blessures. Vous imaginez un peu la faune invraisemblable que tout ça devait finir par constituer lorsqu'elle se rassemblait. On n'est pas très loin de l'image qu'en donnent les studios Walt Disney dans leur dessin animé du Bossu de Notre-Dame. Qu'on baptise la cour des miracles, Franck. Il faudrait parler des femmes aussi. On va y venir, si vous voulez. C'est important. De qui étaient-elles, ces femmes? Elles allaient des marquises aux follettes. On va voir à quoi tout ça correspondait. Et puis il y avait bien sûr une langue à part, hein, cet ancêtre de l'argot. Il y avait des sobriquets, chacun était désigné par son nom de cour. Alors il y avait Clopin l'Assommeur, Croc-Oison, Andry le Rouge, Chante-Prune, Belle-Vigne, Rouge-Oreille et j'en passe. Jean-Marie Chaumeil a longuement étudié tous les rites, et notamment les rites de passage, la réception du néophyte notamment, qui obéissait à tout un cérémonial. Le maître était là, donc avec le sceptre dont je vous parlais tout à l'heure, il était entouré de ses cagous, il faisait mettre le récipiendaire à quatre pattes et il s'asseyait dessus pour vérifier qu'il avait de bons os. Vous voyez qu'il fallait pas être quand même un trop véritable infirme ou paralytique. Et puis alors chacun versait l'obole qui était recueilli par le maître afin de payer les réjouissances auxquelles donnait lieu bien entendu la réception dans la communauté. Et puis il y avait des parrains qui prononcer un certain nombre de serments et le novice à la fin devait lui-même s'incliner profondément, enfoncer un bâton en terre le plus profondément possible en disant j'attrime au triglélicourt, ce qui voulait dire je déroberai au moins 3 fois, je serai de mon mieux, je ferai de mon mieux pour voler en quelque sorte. Après quoi il devait baiser la main de son cagou et lui promettre foi. Enfin il embrassait la cuisse du maître lui-même en jurant sur sa vie de ne rien dire à personne sur les secrets de la cour. Car évidemment, vous imaginez bien qu'une société aussi marginale ne peut pas se présenter à la grande lumière. Elle vit dans une sorte de clandestinité, une clandestinité qui, lorsqu'elle est violée et lorsque quelqu'un essaie de s'immiscer dans cette cour des miracles, on appelait les espions, les traîtres, on les appelait les marpeaux. Eh bien, quand on saisit un marpeau, il est jugé par une espèce de tribunal improvisé et il est condamné à mort. C'est une mort par pendaison assez épouvantable puisque pendant la pendaison le condamné est frappé à mort. Hein, c'était épouvantable. Sauf qu'il y avait un moyen d'échapper à cette condamnation, c'était de prendre pour épouse une des follettes qui se trouvait là dans la cour des miracles. Vous voyez qu'il y a dans tout ça un mélange de gravité, de sauvagerie, d'extrême violence certes, mais aussi disons-le, d'une forme de carnaval, de dérision. On ne se prend finalement peut-être pas tellement au sérieux dans cette société sous la société. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et pour
parler de la Cour des miracles, nous sommes toujours en compagnie, Franck, de Diane Roussel, qui est maître de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Elle est spécialiste de l'histoire de la criminalité, de la justice et de la police à Paris au XVIe siècle. Et auteur de Violence et passion dans le Paris de la Renaissance, édité chez Champvallon. Alors, Diane Roussel, il faut qu'on revienne sur cette faune incroyable et sur toute cette supercherie. C'est-à-dire que, en fait, on se fait passer pour paralytique, on se fait passer pour malade, on se fait passer pour pèlerin, dans l'espoir d'attirer la bienveillance du bourgeois et de recueillir quelques oboles. Il faut dire qu'il y a tout un statut du pauvre qui, là, nous vient du Moyen-Âge. Le pauvre, un peu comme dans la Russie immémoriale, le pauvre, il est une figure du Christ, quelque part. Il l'était certainement, il l'est quand même de moins en moins. Alors c'est ça qui est intéressant dans toute la description et toute cette taxinomie très très détaillée et complètement foisonnante et complètement folle que vous avez rappelé. On voit bien que cette littérature, elle manie à la fois le picaresque, le comique. Le bourgeois s'amuse à lire tout ça et puis il s'amuse depuis le XVe siècle à le faire. Et puis on a ce goût de la classification. Et cette classification, elle se fait, vous l'avez montré, en particulier sur les talents de chacun. Et plus on est compétent à créer des artifices et à susciter la charité publique, plus cela fonctionne. Avec également, il faut le rappeler, on l'a bien vu aussi, un modèle qui, on y reviendra peut-être, organise les choses à la fois comme une contre-société qui prendrait le contre-pied de la monarchie et des institutions monarchiques, mais aussi comme une sorte de corporation. Voilà, bien entendu, ouais. C'est le monde à l'envers et ça aussi, effectivement, c'est fonctionnement un peu parfois carnavalesque de la société. Une sorte d'inversion des valeurs, mais qui fait penser à ce qu'on trouve encore aujourd'hui dans le milieu, c'est-à-dire qu'on inverse les valeurs, mais on les respecte. C'est assez étrange. Ah oui, bien sûr, c'est une contre-société, mais qui fonctionne avec les mêmes références mentales. Et puis l'autre principe organisateur aussi, c'est celui de la corporation des métiers, avec ses rituels d'initiation, le chef-d'œuvre qu'il faut pouvoir réaliser, etc. Donc on reste quand même dans ces grilles de compagnonnage du crime. Voilà, exactement, avec ces schémas mentaux dont la société ne se départit évidemment pas. Et effectivement, alors ce qui se produit, ce qui se joue dans cette littérature, c'est la question de la place du pauvre dans la société, qui est une place qui effectivement a grandement évolué depuis la fin du Moyen-Âge. Au début, il y a une sorte de survalorisation du pauvre ou du malade, qui est en quelque sorte celui qui prend sur lui les misères du monde. Donc il y a cette dimension christique incontestable. Et puis petit à petit, le pauvre devient un facteur de trouble social. Il dérange, et on verra qu'au milieu du règne de Louis XIV, on ne veut plus du tout de ce dérangement, et les pauvres, on va tout simplement les enfermer. Et ce sera la fin de la Cour des miracles, on va y venir tout à l'heure. Mais avant cela, dans la période interstitielle, je dirais entre François Ier et Louis XIII, à peu près au moment peut-être où la Cour des miracles connaît ses plus grandes heures, on est dans une sorte d'ambivalence, c'est-à-dire que on essaie de faire pleurer les gens, c'est ça ? Oui, alors il faut pas oublier que dans les mentalités très très empreintes de religion catholique, s'il y a bien quelque chose qui est très important à réaliser durant sa vie, c'est son salut après la mort. Voilà, ouais. Et une des principales œuvres pour réussir à gagner le paradis un jour, ou en tout cas rester le moins possible au purgatoire, c'est de réaliser un certain nombre d'œuvres charitables. Et une de ces premières œuvres charitables, c'est de sauver les pauvres, qui sont effectivement des figures christiques. Et ce que l'on observe, et c'est un phénomène qui concerne toute l'Europe à partir du XVe siècle, c'est que cette figure christique perd de son côté sympathique justement, et puis de son utilité et sociale et religieuse, pour être de plus en plus associée à des phénomènes beaucoup plus inquiétants et être de plus en plus associée à la criminalité. Et progressivement, depuis le XVe siècle, l'association entre marginalité et criminalité s'assoit dans les mentalités, et le pauvre commence à devenir un personnage qui fait peur. Avec cependant une dissociation qui permet justement, je pense, d'accepter la chose entre le bon pauvre et le mauvais pauvre. Il y a d'un côté le bon pauvre, celui qu'on appelle le pauvre honteux, qui ne peut pas faire autrement. C'est son voisin qu'on va aider d'un reste de bouillon, etc. Et puis il y a le mauvais pauvre, celui qui est pauvre parce qu'il le veut, qui se complaît dans l'oisiveté. Et comme on le sait bien, l'oisiveté est la mère de tous les vices et conduit sur la pente inexorable de la criminalité. C'est comme ça que réagit la bonne société de l'époque. Disons-le clairement, au sein de cette cour des miracles et dans cette faune grouillante d'individus interlopes, il n'y a pas que des faux pauvres et des faux malades. Il y a aussi des arnaqueurs, des voleurs, des organisateurs en bande de cambriolage. Enfin, on est là aux origines de ce fameux milieu dont je parlais
parlait tout à l'heure. La pègre est en train de se constituer aussi. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à montrer dans les sources, parce que les archives policières, évidemment, ne révèlent pas nécessairement ce que les historiens voudraient qu'elles nous montrent, et donc l'enquête est plus difficile à mener. Ce qui est certain, c'est que, ce que l'on peut affirmer avec davantage de certitude, c'est que le problème réel de la paupérisation de la société française est vraiment très très net au XVIIe siècle, et que les crises successives, alors qu'on commençait avec les grandes pestes de 1348, avec les guerres de 100 ans, etc., mais à partir du XVIe siècle, on est vraiment dans un contexte de paupérisation des sociétés rurales en particulier, et donc on a des flux de pauvres qui viennent des campagnes, de miséreux qui viennent chercher leur subsistance en ville, et puis dans les villes elles-mêmes, ce menu peuple, les catégories les plus basses du menu peuple qui se trouvent dans des situations de dégradation sociale. Voilà. On a vu qu'un certain nombre des chefs de cette cour des miracles étaient issus de bonnes familles en fait. Ils avaient fait de mauvaises affaires, alors soit de problèmes familiaux, soit tout simplement faillite, et ils se sont recyclés dans le crime en quelque sorte. Ouais, alors ça, ce sont peut-être des trajectoires plus spécifiques. Et plus romanesque. Plus romanesque. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans une période où effectivement une partie donc de ce qu'on dirait le prolétariat et urbain et rural gonfle considérablement. Alors Rémi nous dit, et c'est une bonne nouvelle, il nous dit ça par internet, qu'il est en train de travailler depuis 5 ans avec un co-auteur sur une série télévisée sur ce sujet, série qui est actuellement en développement dans une grande chaîne française. Et bien tant mieux, nous allons bientôt avoir la cour des miracles sur le petit écran. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. La charité se peuplera l'existence crasse du guenillier dépenaillé avec son roi de basse strasse des miracles nés. La chanson de Clopin sur Europe 1, interprétée par Philippe Clay. Eh oui, et Boileau, à peu près à la même époque que Clopin. Un peu plus tard, nous dit « Sitôt que du soir, les ombres pacifiques d'un double cadenas font fermer les boutiques, les voleurs à l'instant s'emparent de la ville, le bois le plus funeste et le moins fréquenté est au prix de Paris, un lieu de sûreté. » Et ça commence à poser un gros problème au moment où Louis XIV est en train de mettre de l'ordre dans le royaume. Le début du règne personnel de Louis XIV ne peut plus se satisfaire de ce genre de poche de pauvreté, de zone de non-droit, comme on dirait aujourd'hui. Diane Roussel. Oui, et c'est vrai que les métaphores même, on veut nettoyer la ville de toutes ces impuretés, y compris ces impuretés sociales. Le vocabulaire a son importance, il est extrêmement violent en la matière. Alors, ce qui se produit sous Louis XIV est en réalité, comme souvent, l'aboutissement d'un processus plus général qui fait que, parallèlement à l'évolution du regard sur le pauvre qu'on a décrit tout à l'heure, les autorités tentent de réagir au problème en maniant, on dirait, la carotte et le bâton. C'est-à-dire que, d'un côté, le bâton, c'est une législation de plus en plus répressive, parfois sanglante, c'est-à-dire qu'on promet la corde à tous les vagabonds et les mendiants qui ne quitteraient pas la ville. Et puis la carotte, ça serait effectivement de réformer l'assistance pour les bons pauvres. Sauf qu'évidemment, c'est une solution qui est très difficile à mettre en œuvre, extrêmement coûteuse. Et dans la pratique, ça revient à enfermer tout le monde. C'est le grand renfermement. Et voilà, et effectivement, c'est le grand renfermement du XVIIe siècle. Alors, évidemment, il y a un homme qui va incarner à lui seul cette espèce de rentrer dans l'ordre, c'est le lieutenant de police, c'est Nicolas de La Reynie, et nous avons l'un de ses biographes au téléphone. Bonjour Éric Le Nabour. Bonjour Franck Ferrand. Est-ce qu'on peut dire que La Reynie, dans cette affaire, obéit à Louis XIV, ou est-ce que c'est de son propre chef qu'il décide de mettre de l'ordre dans ces sociétés parallèles ? Non, je crois que, comme vient de le dire Diane Roussel, c'est l'aboutissement d'un processus assez long. Il y a aussi des événements déclencheurs, c'est-à-dire que quelque temps avant que La Reynie soit en charge de la lieutenance de police, il y a eu des événements tout de même assez graves, comme l'assassinat du lieutenant criminel de police à Paris dans son hôtel particulier avec sa femme. Et ce sont ce type d'événements qui ont déclenché un certain nombre de choses, et surtout dans la pensée de Louis XIV, la réflexion qu'il fallait que l'autorité de l'État soit à nouveau imposée, et en fait La Reynie va être le symbole de cette autorité de l'État sur le terrain.
Alors Marcel Le Senne, dans son histoire de la police, nous dit qu'à l'aube d'une journée, Larénie se présenta lui-même avec des sapeurs, 150 soldats du guet, un demi-escadron de la maréchaussée, un commissaire et 10 exempts. À son arrivée, la population entière, donc de la Cour des Miracles, de cette sentine, prit les armes et des pierres et commencèrent à être lancées. Le lieutenant de police s'avança aussitôt seul au premier rang et imposant le silence. « Je pourrais vous punir, dit-il, de votre révolte. J'aime mieux pardonner. Je vais faire 3 brèches à votre muraille. Vous vous échapperez librement par ces issues. Les 12 derniers restants paieront seuls pour tous. » C'est une légende ou c'est la vérité Non, c'est une intervention qui a réellement eu lieu. Maintenant, il faudrait peut-être pas en exagérer la portée, c'est-à-dire que c'est une intervention essentiellement symbolique et la manifestation auprès des truands de Paris que justement l'autorité de l'État va être restaurée. Il est évident que cette intervention qui s'est faite surtout sur la Cour des Miracles qui se situe autour de la porte Saint-Denis n'a pas résolu tous les problèmes puisque ces truands se sont dispersés dans Paris, sont allés dans d'autres cours des miracles. La vraie question s'est posée ensuite de lutter sur le terrain, je dirais au quotidien, contre ces truands parisiens. D'ailleurs, ces cours de miracles, des miracles ont subsisté jusqu'au XVIIIe siècle. Elles n'ont pas été balayées malheureusement par Larénie, qui avait lui aussi d'autres fonctions. Et oui, il faut dire que Larénie a fait bien d'autres choses. Notamment, il faut expliquer qu'à Paris, il est un peu le fondateur de la police moderne. Voilà, on va dire que la police moderne démarre un petit peu avec lui, et surtout il a des fonctions qui sont très étendues, surtout par rapport à aujourd'hui, puisqu'il ne s'occupe pas seulement des affaires criminelles, des vols ou des meurtres, mais aussi de la police des mœurs, des incendies. Oui, de tout ce qui est la prostitution, etc. Voilà, toute l'imprimerie aussi, hein, ça c'est très important, l'édition comme on dirait nous aujourd'hui. Voilà, l'imprimerie, les spectacles, l'approvisionnement de la ville aussi, qui ne dépend pas que de lui, mais il a des fonctions extrêmement étendues. Donc les affaires criminelles, tout ça évidemment. Hein. Voilà, les affaires criminelles ne sont qu'une partie de ses fonctions, ce qui fait que c'est un homme qui a été travaillé toute sa vie, je dirais autant sinon plus que Colbert, et qui avait une surcharge de travail qui faisait que les cours des miracles n'étaient qu'un aspect de ses soucis. Oui, bien entendu. Merci beaucoup Éric Le Nabour. Je rappelle que vous êtes l'auteur chez Perrin de Larénie, le policier de Louis XIV. Alors Diane Roussel, avec le très peu de temps qui nous reste, 1 minute, vous voyez, donc ça fait pas beaucoup. Il faut quand même que nous disions un mot de tout ce qui va advenir de la pauvreté, parce que c'est pas parce qu'on met un terme au cours des miracles que pour autant le crime d'une part et la pauvreté de l'autre sont résolus. Pendant tout le XVIIIe et pendant tout le XIXe siècle, on va plutôt voir le phénomène empirer en vérité. Alors, empirer, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le coup d'éclat de Larénie va enraciner cette légende dorée d'une lieutenance générale, qui est l'épisode que vous avez raconté est censé se produire 1 mois à peine après sa prise de fonction. Alors c'est vraiment un événement fondateur. Mais de fait, la police parisienne néanmoins se structure considérablement au XVIIIe siècle. Ce qui va véritablement changer, c'est surtout la physionomie et l'urbanisme urbain qui, du coup, va pouvoir s'attaquer à ces poches de pauvreté qui sont enquistées dans le tissu urbain. C'est vrai que dans le Paris d'Haussmann, avec ses grandes avenues et ses places bien carrées, ça devient très difficile d'organiser des cours des miracles. Merci beaucoup Diane Roussel. Nous nous retrouvons demain, Julia, mais avant, nous nous retrouvons ce soir sur France 3 pour un épisode de L'ombre d'un doute consacré ce soir à la grande peste de Marseille. En deuxième partie de soirée. En deuxième partie de soirée, la grande peste d'Occident. Ce sera donc ce soir sur France 3.